au pouvoir, donc vous n'avez pas voté une constitution et donc vous n'êtes pas responsable de cette constitution. Je peux comprendre. Mais lorsqu'on arrive au pouvoir, en tant que président de la République, on peut initier, si on n'est pas d'accord avec la constitution qu'on a trouvée, on peut initier donc une constitution. Une réforme constitutionnelle. C'était d'ailleurs ça ma question. Voilà. Donc M. Laurent Gbagbo, il a dit clairement au Forum pour la réconciliation nationale qu'il ne ferait pas voter une nouvelle constitution. Ça veut dire qu'il était entièrement d'accord avec la constitution de 2000. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, ils étaient avec le général Obeguei. Certains conseillers du général Obeguei étaient du FI, Lida Kwasi et autres. Ils étaient des conseillers. Vous êtes resté membre du gouvernement, vous êtes responsable de cette constitution. Vous avez donc contribué à son élaboration. Donc vraiment, il faut assumer ses responsabilités dans l'histoire. Alors, vous savez, l'état de droit ne pourra pas être garanti si on a des gens qui pensent qu'ils ont le pouvoir d'interpréter les lois et de décider à la place de nos institutions. Vous avez parlé de justice, mais lorsque des positions sont posées dans un pays, vous avez votre position de dire que quelqu'un ne peut pas faire un autre mandat. Les autres disent qu'il peut faire un autre mandat. Mais quand les débats ont eu lieu, qui a le pouvoir et l'autorité de décider? Mais ce sont les organes de justice, dont le Conseil constitutionnel. Donc quand le Conseil constitutionnel a décidé depuis 2020, si vous êtes un républicain et que vous respectez l'état de droit, vous devez vous taire sur cette question. Parce que vous et moi n'avons pas le pouvoir de dire qui peut être candidat dans un pays et qui ne pourrait pas l'être. Le faire, c'est un déni que vous faites à nos institutions. Et ça, ce n'est pas l'état de droit. L'état de droit, ce n'est pas le jugement à géométrie variable. Que lorsque les décisions vous arrangent, l'état de droit est là, la justice est bonne. Mais quand elle ne vous arrange pas, les décisions de justice ne sont pas bonnes. Mais je vais revenir là-dessus. Vous avez dit une chose qui est grave. Et il faut rentrer dans l'histoire, en parlant donc des républiques. Mais il faut vous informer, au Sénégal, Macky Sall a fait Maître Abdoulaye Wade a fait 2 mandats. 2000, en 2002, ils ont changé la constitution, ce qui lui a permis d'être candidat en 2012. Vous savez quoi? Il y a eu le même débat au Sénégal. Mais lorsque le Conseil constitutionnel a tranché et a permis à Wade d'être candidat, tout le monde s'est tué. Parce que là-bas, effectivement, ils respectent les institutions. C'est votre comportement de ne pas respecter les institutions de la République qui plonge donc les pays dans des crises. Et vous, Blaise Las, je crois que vous avez dit sur un plateau télé que le président, il est illégal. Je vous assure, si nous n'étions pas dans un état de droit, mais vous aurez été arrêté. Parce que traiter un président de la République d'illégal sur un plateau télé, je crois que c'est la chose la plus grave. Mais on vous a laissé partir à la maison, mais c'est parce qu'on respecte votre liberté d'expression. Monsieur Kokora. Herman, dernière relance pour vous réaliser. Dernière relance. On constate, c'est vrai que vous parlez de l'état de droit, ce qu'il y a et autres, mais il n'y a que des militants, des cadres des partis, certains partis de l'opposition sont arrêtés. C'est vrai, on peut regarder un peu après les charges contre eux. Il y a aussi que le fait, c'est que des candidatures de leaders de l'opposition, des leaders quand même qui sont significatifs sur l'échiquier, ont vu leur candidature rejetée. Quoique ces leaders-là ont été adoubés par leur convention de leurs partis respectifs. Alors, maintenant, est-ce là la justice équitable que prône le RHDP? D'abord, votre perception n'est pas juste. En Côte d'Ivoire, les jugements ne sont pas faits en fonction des couleurs politiques. Je peux vous donner des exemples donc, de cadres du RHDP qui ont été arrêtés, j'étais en prison. Le cas le plus récent, c'est l'ancien ministre Joël Nguessan, donc qui a été arrêté. Je vous apprends qu'il a été porte-parole du RDR pendant pratiquement 10 ans. Il a été libéré. Il a été sous caution de façon provisoire. Et donc, il y a une procédure qui est en cours. Je peux vous prendre l'exemple du maire de Bangolo, qui a été arrêté en début avril, donc qui est parti en prison. Je peux vous citer des cadres importants du parti d'aujourd'hui qui ont fui le pays parce qu'ils sont poursuivis. Je peux prendre l'exemple de l'ex-DG de la nouvelle pharmacie de la santé publique, donc qui est en fuite. Je peux vous prendre même des militants du RADP qui jusque-là sont en prison. On a un célèbre activiste des réseaux sociaux qui défend le régime, Choupapi, mais aujourd'hui il est en prison. Tout ce que vous citez ne sont pas des faits d'atteinte à la sûreté de l'État et autres. Mais là, non, vous dites, est-ce qu'on arrête? Non, non, ce n'est pas les faits qui comptent. On va l'écouter peut-être. S'il vous plaît, vous avez posé une question qui est précise. Vous m'avez demandé, vous avez dit, ce sont les cadres donc, de l'opposition qui sont arrêtés, j'étais en prison. Donc je vous donne aussi des noms des cadres du RADP mis en prison. Maintenant, si tu veux revenir sur les faits, là, il appartient à la juge d'apprécier les faits. Mais sur le fait que les gens sont traités de façon équitable dans notre pays, devant la justice, je vous ai donné des exemples. Je vous rappelle, dans ce pays, Mme Simone Veil Gbagbo, elle a été poursuivie pour crime contre l'humanité, elle a été jugée en Côte d'Ivoire et acquittée. Ça, c'est l'état de droit.
Très bien. Elle n'a pas été acquittée, elle a été condamnée. Élisée, vous n'avez pas la parole. Il y a eu deux faits. D'abord, atteinte à la sûreté, et puis ensuite, crime contre l'humanité, où elle devait aller à la CPI. Herman, on va écouter Élisée. Je vais poser une question à M. Kokora. M. Blaise là, ça m'a dit quelque chose quand même qui mérite qu'on puisse y jeter un œil. On prend les événements, c'est vrai que vous aviez dit qu'à cause de l'état de droit, il y a eu des gens qui ont été condamnés et autres, mais il y a des événements quand même qui restent des événements importants dans la vie de la nation. C'est ça. On a les crimes par exemple de Djokwe, dans le cadre de la crise post-électorale. C'est ça. On a vu des procès qui ont été faits comme celui par exemple de la décapitation de Toussaint, où il y a des gens qui ont été condamnés, mais jusque-là, qu'en est-il de la situation de Djokwe, où en une seule journée, près de 800 personnes, selon les organisations des droits de l'homme, ont été exécutées. On n'a pas encore eu de suite. On n'a pas encore eu de jugement, on n'a pas eu de personnes condamnées. Qu'est-ce qu'il en est? Vous qui êtes, je vais dire aujourd'hui, garant de l'état de droit, qu'est-ce que vous dites pour ça? Est-ce que vous avez lu le rapport des faits dont vous faites cas? Que dit ce rapport? Voilà. Est-ce que vous avez lu le rapport? J'ai lu le rapport des organisations des droits de l'homme. Voilà. Je vous serais tenté de vous poser la question s'il y a des gens qui ont été incriminés et qui n'ont pas fait l'objet de procès. Je vous rappelle que dans ce même cadre, Monsieur Amadé Ouremi, qui était le principal instigateur et responsable de ce massacre, a été arrêté, jugé, condamné à perpétuité. Donc, il y a eu un jugement sur ce cas. Et tout le monde nous reconnaît, prenez les rapports, il est clair. Il est le responsable de ces crimes à Djokwe. Donc, il y a eu un jugement. Voilà. Donc, maintenant, si vous me dites qu'il y a des cadres du RADP qui étaient mêlés à cette affaire et qui seraient en liberté, mais bon, vous pouvez... Je n'ai mené aucune investigation dessus, pour être honnête, vous dites s'il y a des cadres ou pas. Toujours est-il qu'on a suivi un peu le procès de M. Amadé Ouremi. M. Amadé Ouremi, c'est vrai, a été condamné pour des crimes qu'il a commis dans la forêt du Mempoueko et dans les périphéries de Djokwe. Mais je vous parle d'une situation qui a eu lieu à Djokwe et on n'a eu aucune communication officielle sur le fait que, sur ces rapports qui ont été faits par les droits de l'homme, comment on appelle ça, l'État du Côte d'Ivoire a mené des investigations et les personnes telles ont été interpellées et ont été... Non, c'est ce que je dis. Je dis c'est le rapport qu'on n'a pas eu. Je poursuis ma question. Allez-y, allez-y. Il y a eu une commission de réconciliation et vérité qui a été mise en place, dirigée par Feu, l'ancien Premier ministre Bani, qui a fait un rapport. Où est le rapport? On n'a jamais eu connaissance de ce rapport. Si le rapport, il est public. Vous pouvez taper sur Internet, vous verrez le rapport. Que dit le rapport? Mais le rapport, il est clair. Et son discussion. Qu'est-ce qu'il dit? Que dit le rapport? Mais le rapport... Les grandes lignes du rapport. Non, d'abord, le rapport de Bani, ce n'était pas une enquête. C'était un rapport pour conduire le processus de réconciliation nationale. Oui, je n'ai pas dit c'est une enquête. Voilà. Donc, le processus de réconciliation nationale est clair. Il a mis en place un ensemble de mécanismes pour ramener la paix dans le pays. D'abord, le retour des exilés, le dégel des avoirs. Je rappelle, à toute fin utile, qu'il y avait près de 300 000 réfugiés, que ce soit au Ghana, au Bénin et partout. Mais ils sont tous revenus aujourd'hui, parce qu'on a exécuté les recommandations de Bani. Il y avait le dégel des avoirs. Je rappelle que même les Katina Koné, qui ont fait 10 ans à l'extérieur, quand ils sont revenus, il a réintégré, sa fonction. Il a même eu son rappel de 10 ans, alors qu'il n'a jamais travaillé pendant les 10 ans. Mais ça, c'est compte tenu du fait qu'il y a eu un rapport, effectivement, qui a été mis en place. Et d'abord, après le rapport, la CDVR, on a mis en place la CONARIV, qui a poursuivi le processus. Et Mme Mariatou Koné est partie au Ghana, où les gars ont failli la frapper. Mais donc, le processus a été poursuivi. Mais M. Kokora, il y a des célèbres prisons, bon, je veux dire des célèbres acteurs politiques comme Charles Blé Goudé, qui ont aujourd'hui leur compte gelé, qui ne sont pas encore dégelés. Qu'est-ce qui explique ça? Bon, je crois que je n'en ai pas connaissance. Peut-être qu'il va falloir qu'il s'adresse aux autorités compétentes pour avoir les raisons pour lesquelles son compte ne s'est pas digéré, mais vraiment, je n'ai pas l'information. Très bien, merci beaucoup, monsieur Lache. Vous avez des éléments de réponse à donner aux différentes questions, allez-y. Je n'ai pas entendu les questions. Hein. D'accord, ou des compléments d'information. Non, moi j'ai même une question pour lui. Non, on va aller avec Élisée. Ok, j'ai une question pour M. Blaise Lasme. Blaise Lasme, le PPACI est un parti des peuples africains, un parti qui se veut légaliste, donc un parti qui est attaché à l'application des lois. Il s'avère donc, on peut ne pas être d'accord avec les décisions prises. Mais vous, qui êtes légaliste, est-ce que vous pensez que c'est légitime et légal de remettre en cause la décision d'une institution de la République, laquelle? Le Conseil constitutionnel, donc qui en 2020 dit que le président Ouattara peut être encore candidat, et donc vous vous remettez sans cause, vous dites que c'est illégal, c'est pas juste. Sur quel élément vous vous appuyez? Est-ce qu'en tant que légaliste, c'est normal de dire qu'une institution de la République n'a pas agi en fonction du droit? Merci, M. Élisée. Je pense que nous savons au moins lire. Bien sûr. La Constitution est claire. Un troisième mandat est illégal.
peu importe ce qu'on va dire, peu importe les arguties qui seront développés, l'article 183, l'article 55 disent qu'un troisième mandat est illégal. Tout à l'heure, à l'entendre mon propos, je n'ai pas parlé spécifiquement de la concentration des pouvoirs dans les mains d'un individu. J'ai parlé de la soumission des institutions à la volonté d'un individu. C'était ça mon propos. Je parle de quoi? Vous voyez, je lis ici statut spécial de l'ancien président. La loi 2005-201, 16 juin 2005, fixe des garanties procédurales particulières. L'ancien président ne bénéficie pas d'une immunité juridictionnelle après son mandat, mais toute poursuite est soumise à une procédure spéciale. Est-ce que cette procédure spéciale-là a été respectée concernant le président Laurent Gbagbo? Non. Quelle est cette procédure spéciale? En cas de poursuite pénale, le procureur général, près la Cour de cassation, doit saisir le bureau de l'Assemblée nationale. Okay. Le Parlement est convoqué et statue par un vote spécial aux 2/3 de ses membres. Est-ce que ça a été fait? Ben, répondez-nous, je sais pas. Non, mais ça n'a pas été fait. C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça qu'on parle d'état de droit qui est menacé en Côte d'Ivoire. Parce que les normes, ce qu'on écrit, ce qui doit régir les rapports entre les individus, entre les Ivoiriens, ce n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté. Il y a des gens qui ont tous les droits, il y a des gens qui n'ont pas les droits. Ils parlent des droits, mais il y a des gens qui ont braqué ici l'État ivoirien, des mutins, qui ont pris en otage l'État ivoirien, à qui on a donné des millions et des millions par muté. Ça se chiffre à des milliards. Est-ce qu'il y a eu des poursuites judiciaires? Aucune poursuite judiciaire, parce que c'est les enfants chéris de ce régime-là. C'est de ça qu'on parle. Élisée, vous avez une relance? Juste ce que je voulais... Oui, la relance avant qu'on ne parte. J'ai compris en fait vos explications. Mais ici, est-ce que vous ne pensez pas que... Parce que l'État du Côte d'Ivoire, hein, vous avez connaissance de l'article 54? L'article 54 du statut des anciens présidents comment dire, cet article a dit quoi? Dans son dernier alinéa, je pourrais trouver, cet article dit que les mesures spéciales réservées à un ancien chef d'État ne sont pas prises en compte quand les infractions opposées à ce chef d'État-là se sont faites dans le cadre électoral. Donc, c'est ce que l'article 54... Très bien, Élisée va nous sortir l'article pendant qu'on passe à... Je peux l'aider s'il veut. Non, vous avez l'article devant vous, allez-y, Élisée. On va l'écouter l'article. Malheureusement, il n'existe pas les lois. Allez-y. Alors, l'article 54 dit « Les mesures spéciales instituées en matière de poursuite ou d'arrestation d'un ancien président de la République, d'un ancien chef... » L'article 54 de quelle constitution? De la constitution de 2016. 2016? Oui. Allez-y, on l'a tous ici, allons-y. C'est le statut relatif à... Donc la loi est rétroactive alors? S'il vous plaît. Les mesures spéciales instituées en matière de poursuite ou d'arrestation d'un ancien président de la République, d'un ancien chef ou président d'institution ou d'un ancien membre du gouvernement pour les faits criminels ou délictuels par lui commis ne prospèrent pas pour les poursuites donc des infractions perpétrées lors des campagnes électorales ou à l'occasion des élections. Les poursuites de ces infractions sont régies par les dispositions du code électoral, du code pénal et du code de procédure pénale. Très bien, merci beaucoup, M. Allez-y, monsieur Ok, il avait dit tout à l'heure qu'on ne lit pas la Constitution. Il ne suffit pas de lire, il faut comprendre ce qu'on dit. C'est ça qui est vraiment fondamental. Il parle de la Constitution de 2016. On parle des faits de 2011. Non, ce qu'il a cité, excusez-moi, non, ce qu'il a cité, c'est la loi sur 2016. Non, la loi sur les statuts. Mais entendez-vous au moins pour dire quelque chose? D'abord, ce n'est pas la Constitution. Excusez-moi, c'est la loi. Non, c'est la loi. C'est le point d'Élysée qui est correct. C'est la loi sur les statuts relatifs aux anciens chefs d'État et membres du gouvernement. C'est cette loi, c'est la loi. C'est l'article 54 de cette loi. Sinon, ce n'est pas la Constitution. Voilà, c'est pas la Constitution. Le braquage de BCAO, ça concerne, selon ce qu'il dit là, le moment électoral, la période électorale. Mais non. Mais pourquoi non? Mais non. Mais pourquoi non? Mais non. Expliquez. Mais le dit braquage, d'abord, même tout à l'heure, ce qui me plaît, c'est qu'il s'est contredit lui-même. Il a parlé du ministre Kone Katina, qui est revenu, qui a eu son rappel des soldes. Des avoirs. Voilà, 10 ans. Bon, ça, c'est à vérifier parce qu'il dit souvent des choses. Ah bon, donc ça doit nous dire si c'est vérifier. Mais pourquoi tu as vérifié alors que c'est pas vrai? Ce que tu dis pas quoi de tu dis pas souvent des choses qui sont vraies. Donc, non, c'est ton cas. A-t-il reçu son argent ou non? Peut-être que toi, tu as l'habitude de dîner. Donc je te donne l'information. Non, ça, c'est une information à prendre sur les PC. Bon, tu as donné des informations. Alors, comment M. Kone Katina, qui est l'auteur, d'après le RHDP de ce braquage-là, puisse bénéficier même d'un rappel de son solde? Pour vous, c'est incongru? C'est incongru, c'est paradoxal, et ça démontre que ces accusations sont fantaisistes. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus.
Très bien. Herman, vous aviez vous demandiez la parole à M. Blaise last, les rapports d'observateurs internationaux pointent souvent des lacunes démocratiques qui persistent en Côte d'Ivoire, hier comme aujourd'hui. Donc, votre parti peut-il donner des leçons aujourd'hui au parti au pouvoir, pendant que, comme on l'a dit plus tôt, ce parti-là, lorsqu'il avait les affaires par le passé avec l'ancien FPI, n'a pas lui-même initié des réformes structurelles pour changer la CEI, la Constitution et bien d'autres choses, puisque la corruption que vous dénoncez aujourd'hui continue. La quoi? La corruption que vous dénoncez aujourd'hui était là hier. Réaction? Quand le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, il met en place des mécanismes pour pouvoir juguler la corruption. L'un de ces mécanismes, c'est la mise en place du SICFIP, Système intégré de gestion des finances publiques, pour optimiser et rationaliser la gestion des finances publiques. Laurent Gbagbo, il fait un appel à compétences pour recruter ceux qui doivent gérer les impôts, la douane, les trésors. Mais il y a eu un ensemble de mesures qui ont été prises pour pouvoir favoriser, en matière de gestion financière, une gestion optimale. Donc nous avons travaillé à ce que la corruption ne soit pas endémique, à ce que la corruption soit contenue. Mais il faut aussi revenir au contexte dans lequel nous sommes. C'est pourquoi je ne suis pas à l'aise quand ceux-là nous critiquent. Non, on va pas dire ceux-là. Bien sûr. RDR devenu RHDP nous critique. Mais on a gouverné ensemble. C'est pas utile. Hein. Allons sur le RHDP directement pour éviter justement. Non, il ne faudrait pas qu'ils aient aussi honte de leur passer parce qu'ils tentent de gommer. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais ici sur le plateau, allons dans le RHDP. Non, il y a un problème avec la loi. Non, allons-y. Non, c'est vous qui avez un problème dans Monsieur Lasman, pour répondre à ma question. Voilà. Donc, je veux dire que quand le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, il met en place des mesures pour rationaliser la gestion de la chose publique. Chevy is called the heartbeat of America, like the people who keep Texas moving. For them, only America's most dependable trucks will do. In every Chevy truck. Il met en place des mesures, des cadres réglementaires pour contenir et régler les questions de corruption qui étaient endémiques. Donc c'est ce que je veux dire. Et puis Laurent Gbagbo, quand il a été question des travers économiques, notamment dans le secteur café, mais il a agi. Très bien. Il a agi. Laurent Gbagbo n'est pas comme le chef de l'État actuel. Parce qu'on ne va pas dire que quelqu'un a détenu au fait 100 milliards et puis on le laisse comme ça. Mais tout à l'heure, M. Kokora l'a dit, il y a eu des cas aussi pour lesquels des responsables d'institutions et d'appareils ont été jugés. Il ne faudrait pas qu'on nous prenne pour exemple des menus fouettés. Vous considérez ça comme un menu fouetté? Oui, ça c'est des menus fouettés. Il y a des gens qui ont détenu ici à la geste aussi, près de 1000 milliards qui ont disparu, au fait, à l'Ain Sud. Il y a eu des structures d'État qui ont été pillées à la Sikoji, tout, avec la bienveillance, complicité du régime. Ça n'a pas donné lieu à des poursuites sérieuses. Très bien, monsieur, non, permettez à ce qu'il réagisse, s'il vous plaît. Alors, heureusement, vous avez posé la question sur la corruption. Oui, allez-y. On peut interroger les rapports, les indicateurs. Heureusement qu'il dit que Laurent Gbagbo a mis des structures en place qui n'ont pas fonctionné. Je lui rappelle à sa jeune mémoire que lorsqu'il partait du pouvoir, nous étions classés par Transparency International à la 159e place. Aujourd'hui, nous sommes à la 69e place. C'est près de 100 places que nous avons gagnées grâce aux mesures mises en place donc, par le président de la République. Je lui rappelle que la Cour des comptes, par exemple, a toujours existé dans nos différentes constitutions. Elle n'a jamais vu le jour. Nous l'avons mise en place à l'effet de contrôler donc, la gestion de l'État. Je lui rappelle que nous avons créé un ministère spécial dédié à la lutte contre la corruption et aujourd'hui qui est passé comme institution la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Nous avons mis en place le pôle pénal économique qui aujourd'hui juge donc les voleurs à col blanc, tous ceux qui détournent de l'argent. Mais ce qu'il oublie, c'est que la structure que Laurent Gbagbo a mise en place... Laquelle? Il a dit son nom, peut-être il peut rappeler, parce qu'aucun Ivoirien ne se souvient de ça, là, parce qu'elle n'a jamais fonctionné. Le SICFIP. Mais le SICFIP... Non, je suis un ignorant, il n'y a pas de toujours. Non, je suis un ignorant, il n'y a pas de problème. Pourquoi je pose la question? En fait, donc j'ai dit le SICFIP. Monsieur Lass, est-ce que vous pouvez vous calmer dans le débat? Allez-y. Soyez poli. S'il vous plaît, monsieur. Allez-y. Je ne vous ai pas encore agressé. Et donc là, j'ai dit, le SICFIP qu'il a mis en place, il a dit c'était pour... assainir les finances. Mais la corruption, ce n'est pas seulement au niveau étatique, la corruption, c'est dans la société. Il faut effectivement lutter efficacement avec des institutions, des campagnes de sensibilisation, avec tout un mécanisme, donc à la base de sorte à ce que du bas peuple au sommet de l'État, on puisse donc véritablement lutter contre la corruption. Donc nous avons mis en place des mécanismes aujourd'hui qui ont donné des résultats probants. Nous sommes à la 69e place aujourd'hui sur 180 pays et donc au monde.
Je rappelle que lorsqu'il partait du pouvoir, la Côte d'Ivoire occupait pratiquement la dernière place en Afrique en concurrence avec le Cameroun. Parce que nous étions un pays totalement corrompu. Et il nous parle donc de la filière café-cacao. Les détournements ont commencé depuis pratiquement 2003, où Laurent Gbagbo, même un jour, agacé par ces détournements, a crié « Vous volez, on vous le dit tout le temps, mais vous n'écoutez pas, un jour on va vous attraper jusqu'à pour vous attraper. » Et c'est sous la pression des bailleurs de fonds, après rapport, sous la pression de menaces donc de couper tous les liens avec la Côte d'Ivoire en termes donc économiques, qu'ils ont été arrêtés. Mais je rappelle qu'ils ont été arrêtés en 2007 jusqu'au départ de Laurent Gbagbo. Ces malheureux n'ont jamais fait face à un procès. C'est lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en 2011 qu'ils ont été jugés. Donc, vraiment, c'est bien beau. Et aujourd'hui, mais c'est grave de ce qu'il dit. Il dit des gens auraient détourné 1000 milliards à la justice. Je ne sais pas s'il comprend bien les chiffres. Un pays qui fait du détournement, un principe de gouvernance, on est tous d'accord que les bailleurs de fonds donc, vont sortir de ce pays. On se rappelle qu'en 1998, pour 18 milliards détournés, les bailleurs de fonds sont partis de la Côte d'Ivoire. Ils ne savent rien de la gouvernance. Je lui rappelle que la fondation Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance en Afrique... On va terminer par là. Aujourd'hui, hier, nous étions à la 46e place en 2011, sur 54 pays. Savez-vous à quelle place nous sommes aujourd'hui? Nous sommes à la 16e place. Non. Et non, vous prenez le MCC, je termine. Parce que je termine. Vous prenez le MCC, le Millennium Challenge Corporation, oui. Donc qui classe ou bien qui évalue la gouvernance dans un pays. C'est une agence américaine. Quand nous arrivions au pouvoir en 2011, la Côte d'Ivoire remplissait 4 critères sur 20. Mais déjà en 2016-2017, nous sommes passés à 16 critères sur 20, ce qui a permis à la Côte d'Ivoire d'avoir pratiquement 500 millions de dollars. Monsieur Lasme, réaction? Oui, mais il faut qu'on sorte des incantations. Quelle incantation? C'est des incantations, ce qu'il est en train de faire. Des chiffres, hein? Non, tous ces chiffres sont vérifiables. Mais il faut vérifier. Mais d'abord, il y a des choses au moins qui sont factuelles. Au fait, est-ce qu'il n'y a pas eu 100 milliards qui ont été détournés? Vous avez un rapport qui le dit? Oui, il y a un rapport. Le rapport de quelle structure? Il y a un rapport qui le dit. De quelle structure? Non, j'arrive. Quand vous parliez, je ne vous ai pas interrompu. Allez-y. Mais au-delà de ça, la Cour des comptes dont il parle, la Cour des comptes a révélé des dangereuses... Comme vous le savez tous, actuellement, ce sont les émissions qui se passent en Côte d'Ivoire, car il y aura élection dans moins de 60 jours. L'élection présidentielle est prévue le 25 octobre 2025. Et comme beaucoup de challengers sont sur la liste, chacun envoie ses porte-paroles pour venir parler de leurs projets de société, parler de leur vision. Et là, nous sommes en face de 2 personnes qui sont venues bien sûr parler et des RHDP et des PPACI. Quand on parle de RHDP, on voit directement Alassane Ouattara, et PPACI, nous voyons notre papa Laurent Gbagbo. Et pour celui qui soutient Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara n'a pas un projet pour les Ivoiriens. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 15 ans qu'il est au pouvoir, il n'a pas songé à la jeunesse, il n'a pas songé aux Ivoiriens. C'est vrai, il a pris l'argent au FMI pour moderniser la Côte d'Ivoire, mais il va partir tout en laissant plus de 25 milliards de dollars de dettes. Et qui va payer cette dette? Ça sera les peuples ivoiriens qui n'ont pas vraiment bénéficié en pratique de cet argent. Et pourtant, cet argent devait normalement créer beaucoup de sociétés. Et le vieux Alassane Ouattara n'a pas songé à ça. Ça, c'est l'argument qui donne les pro-Gbagbo. Et Alassane Ouattara, de son côté, continue à mettre les points sur les i par rapport à ses réalisations. Il s'est dit que depuis la Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire, personne n'a électrifié les pays comme lui. Personne n'a donné accès à l'eau potable comme lui. Personne n'a modernisé les routes de dessert agricole et les routes des transports en commun comme lui. Donc tout le monde peut parler, mais de ce côté-là, en tout cas,
il est unique en son genre. Comme il ne peut pas faire tout pendant ce laps du temps, c'est la raison pour laquelle il vient encore postuler pour demander 5 ans de plus afin d'obéir à ce que les peuples ivoiriens demandent. C'est le social, c'est la nourriture, c'est l'emploi et surtout les côtés habitat. Car les terrains coûtent trop cher. Construire à Abidjan ou à Côte d'Ivoire revient trop cher. On a besoin de logements sociaux. On a besoin que les matériels de construction coûtent moins cher afin que l'Ivoirien lambda puisse avoir au moins les moyens de construire. Bon, ça c'est les condensés. Hein? Je crois que vous avez suivi tout ce qu'ils ont dit et je crois que nous allons nous retrouver dans de prochaines vidéos. Ciao. Je peux vous prendre l'exemple.